Salut à toutes et à tous les amis, on est très heureux de vous retrouver avec Monsieur Romain Pommier, Roro, pour ce deuxième numéro du JT des médias. Et Roro, on va parler de France-Pérou. Malheureusement, nous obligés d'en parler une fois de plus. Toujours avec plaisir, avec le sourire. C'est ça. Et les amis, c'est parti pour le sommaire. Et pour ce deuxième numéro du JT de la Coupe du Monde, on va revenir sur nos tops et nos flops de ce France-Pérou et cette victoire des Bleus 1-0. Les débats de la semaine, on parlera d'abord de l'absence de jeu de l'équipe de France qui peut nous inquiéter malgré la qualification, mais aussi des belles entrées de Giroud et Matuidi dans cette Coupe du Monde en tant que titulaire, et aussi l'affirmation de Lloris qui a assuré le débat de notre ami Romain Pommier sur les latéraux de l'équipe de France, mais pas ceux qui étaient sur le match, Sidibé et Mendy. On en reparle et on terminera ce JT avec une petite projection sur le Danemark. Et avant de débuter les tops et les flops, on fait comme la semaine dernière, on vous montre notre ardoise magique. Regardez, c'était nos pronostics d'avant-match. Un peu plus. Roro qui avait prédit un partout. Le bon score du coup, bien sûr, parce que... Quelle arnaque. Et le Pérou qui fait un poteau, nous on met un but franchement un peu limite, enfin moche quoi on va dire. Mais digne de l'équipe de France. Le 2-0 qui était quand même ultra lointain quoi. Le 2-0 était quasiment impossible. Quand même, vous serez d'accord avec moi. Moi j'ai prédit une victoire, il y a eu une victoire. Toi t'as prédit un match nul, il y a eu un match nul. Non, il y a eu une victoire. Bon, quand on voit les tirs, quand on voit la possession, on vous laisse seul juge de cette performance des Bleus et de notre résultat. On passe au top et au flop. Ouais, c'est surtout au flop. Bah ouais, les tops et les flops. Et on débute avec tes tops, Roro, et le premier de tes tops, c'est le maillot péruvien, le maillot du Pérou. Et ouais, que j'ai trouvé très esthétique, contrairement au superbe jogging de l'équipe de France qui fait très électrique et qui ressemble à rien du tout, on va dire. Et le maillot qui est bon, un peu quelconque. Et ce maillot du Pérou qui rassemble un peu l'histoire du pays et qui est soi-disant le même depuis plus de 80 plus de 8 décennies, paraît-il. Voilà, c'est ça, paraît-il. Donc, et qui ressemble aussi au maillot de 1914. Donc voilà, un maillot chargé d'histoire qui ressemble aussi à celui de Boca, donc qui rappelle, qui sent le foot quoi. En fait, c'est un maillot qui sent le foot quoi, contrairement à celui de l'équipe de France qui ou plus le H&M ou le Zara quoi, mais qui dégage vraiment rien quoi. Donc vraiment ouais, ce maillot c'est vraiment mon top parce que de toute façon le top au niveau du jeu c'était très compliqué. Donc je pense que le maillot, la dernière fois on avait parlé du stade, de la pelouse ou le maillot c'est pas si mal. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez si vous aussi vous avez kiffé le maillot des Incas péruviens. Ton deuxième top c'est Matuidi, Blaise Matuidi. Blaise qui a fait une grosse entrée quand même. Très très grosse entrée avec un impact physique intéressant, qui a récupéré pas mal le ballon, qui a fait des fautes là où il fallait, même si sa première faute était un peu stupide, mais bon. Il a pris un carton jaune. Un carton jaune assez un peu stupide, mais vraiment qui a fait qui a une énorme activité au milieu de terrain, et contrairement à Tolisso au dernier match, je pense que c'était pas si mal. Vraiment c'était une entrée assez satisfaisante. Je pense qu'il a touché à peu près la moitié des ballons des Bleus, grosso modo, je pense, vu le peu de ballons qu'on ait touché. Mais voilà, il y avait quelque chose de vraiment intéressant, et on sent que lui il est intégré au 11 et au bleu, donc, et qu'il est respecté. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à bâtir avec lui. Et tout à l'heure tu parlais de gestes stupides, comme disait Forrest Gump, n'est stupide que la stupidité bien sûr. Allez, on passe à ton troisième top. Et ton troisième top c'est la qualif, les 3 points, la victoire. De toute façon avec Dédé on peut chercher que ça, c'est la seule chose qui compte, c'est la qualification ou les 3 points quand il y a une équipe de foot en championnat. Parce que clairement on peut ne ressentir aucun plaisir en voyant une équipe de Dédé jouer. On n'a pas vibré, c'est vrai. C'est le moins qu'on puisse dire, Franchement quand on voit la deuxième mi-temps c'était quand même d'un laborieux, une équipe de DH nous aurait fait plus vibrer que ça. Non franchement c'est très compliqué. Bon après on est qualifié, c'est l'important, c'est la seule chose que cherchait l'équipe de France sur le match. De toute façon c'est ce qu'on s'est dit aussi dès qu'il y a eu le but de l'équipe de France. On s'est dit qu'ils allaient fermer boutique et ça allait faire 1-0. C'est ce qui s'est passé. Bon, il y a eu un poteau, il y a eu quelques faits de jeu, mais vraiment c'est ce que cherchait l'équipe de France, et ils cherchaient pas plus loin. Donc bravo à eux. Et bravo à Dédé. Bravo Dédé.
Et donc maintenant on va revenir avec tes tops à toi, donc qui ne sont pas les mêmes, hein, parce que une grosse organisation, donc du coup on essaye de trouver En de conférence de varier. rédac, on prend 3 heures pour tout bien ficeler. C'est ça, c'est pour ça que l'émission ne sera diffusée que vers 5-6 heures du matin. Donc toi, ton top, ce sont les Péruviens. Et oui, les Péruviens, je suis tombé amoureux de ce peuple, ou du moins j'en suis fan. C'est vrai que, alors déjà, ils étaient plus de 25 000, je crois, à Ekaterinbourg. Au moins en Russie. Voilà, sur un stade qui peut comprendre 37 000 places, c'est quand même assez incroyable. Ils étaient partout, c'était tout rouge. Et l'ambiance, je veux dire, par exemple, prenez le dernier match de l'équipe de France au Stade de France, le match de prépa, c'était contre les États-Unis. Le stade était tout bleu et pourtant, il y a eu des creux monumentaux durant le match. Là, ça s'est pas arrêté. Pendant 90 minutes, ça chantait, ça applaudissait, les supporters debout. Est-ce que tu as trouvé les 2000 bleus? Et les 2000 bleus, alors il y a un tout petit coin bleu, je crois que c'était la tribune nord ou sud, je sais pas, parce qu'on n'a pas trop le sens de l'orientation, mais on voyait un petit peu comme les étoiles en fait dans une grande ville, c'est-à-dire vraiment tu as du mal à les apercevoir quand même, avec la pollution. Comme c'était pareil. Comme dans le jeu. Voilà, c'est ça. C'est ça, et c'est un petit peu dommage quand même. C'est vrai. Ton deuxième, c'est l'entrée, enfin surtout la titularisation de Giroud à la place de Dembélé. Alors Olivier Giroud, vous le savez, c'est pas le gars vraiment qu'on voit énormément dans un match, il a un rôle un petit peu ingrat, c'est-à-dire il est toujours dos au but, à embêter l'adversaire, il touche peu de ballons. C'est un peu le Santini de l'équipe de France. C'est ça, le Yvan Santini qui est du stade Ok, je rappelle, Canet. C'est vrai, malheureusement. Tous les Normands qui le regardent, et je sais qu'ils sont nombreux. Donc, et oui, Olivier Giroud, il est celui qui a permis aussi à l'équipe de France de s'imposer aujourd'hui, je pense, parce que... C'est vrai qu'il avait des décalages intéressants, il trouvait les espaces, et puis il y a l'entente avec Grisou aussi. Quand même. Voilà, tu étais d'accord que je dis pas de conneries Non, c'est vrai que son entrée était intéressante. Après, ça reste contre le Pérou aussi. Voilà, ça reste contre le Pérou, à voir ce que ça peut donner contre une grosse équipe. En tout cas, Olivier Giroud, vraiment, c'est une belle entrée. Surtout que la prochaine équipe, qui peut-être à la sortie des... Enfin, surtout au 8ème, assez costaud. On va en parler, mais c'est vrai que ça peut être du très très lourd. Et donc, ton troisième point, c'est ce que j'avais un peu abordé la semaine dernière, mais quoi la chance de Dédé. Ah oui, la chatte à Dédé, la fameuse chatte à Dédé, la célèbre. Alors, on la voit de partout, vous l'avez vu peut-être sur nos confrères de l'équipe, d'Eurosport. Bon, je vais te couper un peu, mais je pense qu'on a lancé la mode. Voilà, c'est vrai. Je pense. On a lancé un truc et personne nous cite, mais c'est dommage. Et c'est regrettable, chers confrères. Voilà. On n'a pas posé le copyright. Donc oui, la chatte à Dédé, parce que il y a eu un poteau des Péruviens en début de deuxième mi-temps. Il y a eu ce but avec cette frappe contrée d'Olivier Giroud qui entraîne le but de Mbappé qui était tout seul face au but. Donc encore une fois, les planètes étaient parfaitement alignées, les étoiles étaient de notre côté, les dieux du football étaient avec nous. Et un petit peu d'ailleurs comme contre l'Australie. En tout cas, ça fait du bien, c'est vrai, c'est bien d'avoir de la chance, d'avoir du bol, d'avoir de la chatte à Dédé. Mais est-ce que ça va suffire pour aller loin dans cette compétition? Et est-ce qu'à un moment donné, ça ne va pas se payer contre une grosse équipe? On va en reparler, mais moi je voudrais ajouter un petit truc, c'est que toi... Tu as 20 secondes. 20 secondes. C'est hyper calibré quand même. Il y a un gros staff, on paye des gens derrière. D'ailleurs, Dédé, tu peux arrêter de manger les chips derrière parce que en plus ça fait du bruit, c'est dégueulasse. Et surtout que quand même, si je veux prendre un peu une comparaison avec toi qui est fan de Disney, et c'est vrai qu'on a l'impression que Dédé, quand même, il y a les faits qui sont... pointé au-dessus de son berceau et qui l'ont arrosé de poudre magique. C'est incroyable. Toutes les équipes qu'il prend, même en jouant très mal, c'est toujours des buts bizarres, une construction de jeu anecdotique. Il y a un euro million là bientôt et franchement on peut que te conseiller à Goro de tenter ta chance parce que c'est le cas de le dire. Parce que je pense. T'as moyen de gratter les 5 numéros et les étoiles là. Vraiment sans forcer. Je pense que même en mettant cochon à l'aveugle, je pense que tu peux vraiment gagner. Il y a vraiment un truc à faire, je pense. Et on passe à la deuxième partie de cette rubrique, ce sont les flops. Et ton premier flop, Auro, on a noté que c'était la deuxième mi-temps de cette rencontre. Alors dis-nous pourquoi. La deuxième mi-temps, c'était juste un cauchemar sans nom. C'était... Franchement, je pense que même la deuxième mi-temps contre l'Australie était un peu plus rythmée. Là, on a totalement laissé le ballon à nos amis du Pérou. On leur a dit de vraiment les laisser faire ce qu'ils voulaient. Et nous, notre seul objectif, c'était de maintenir cette cage vierge, de ne pas encaisser de but. C'était tout simplement horrible, il s'est strictement rien passé, vraiment rien. Et on a subi pendant 45 minutes. Bon, après, bien sûr, ça nous sourit, mais
Le jour où on va rencontrer une équipe avec un peu plus de football, moi les Péruviens m'ont fait vraiment un effet, un gros effet contre le Danemark. Bon bah là ça s'est avéré un peu plus laborieux, mais vraiment quand on va jouer une équipe plus costaud, ça va être assez compliqué. Quand même. Ouais. Alors au niveau inquiétude, c'est Pavard qui était latéral droit sur cette rencontre et t'es un petit peu déçu de sa performance. Pavard qui a beaucoup de mal à rentrer dans ses matchs quand même. À chaque fois, j'ai vraiment l'impression qu'il lui faut à peu près une trentaine de minutes pour rentrer dans ses matchs. Il fait des fautes vraiment à contre-temps. Il apporte offensivement très peu, très peu. Et vraiment, bon après il s'est un peu ressaisi, il a un peu fermé la boutique en deuxième mi-temps, mais c'est vrai que c'était assez compliqué, sachant qu'en plus le côté gauche péruvien n'était pas le côté le plus dangereux. Donc vraiment, il va falloir que la France apprenne à mieux défendre et à fermer ce côté droit qui est un peu ouvert au cas de vent. Et oui, il y a vraiment un gros travail à faire. Et quand on sait que Dédé mise vraiment énormément sur sa défense, et que là sa défense dégage pas une grande sérénité, ça va être assez compliqué pour le reste, quoi. Et ton troisième flop, c'est le pressing. Le pressing était totalement absent. Alors là, le pressing, c'était comme sur ma chemise, quoi. Ça s'est pas vu, quoi. Ma chemise est toute froissée. Le pressing, c'était pareil, quoi. Il y en a un qui attaque, l'autre, puis après c'est un autre. Enfin, c'était vraiment totalement disparate. Il y a même une action en première mi-temps où on s'est retrouvé avec notre bloc de joueurs et le gardien, bien sûr, dans les 22 mètres, dans nos 22 mètres. Assez incroyable. C'est dire le niveau, c'est dire aussi l'ambition de cette équipe qui veut à tout prix économiser ses forces pour la phase de qualification, enfin la phase finale. Et vraiment, il va falloir qu'on essaie de démontrer autre chose parce que c'est bien de s'économiser, mais à un moment, il va falloir aussi lâcher les chevaux. Et le jour où il va falloir y lâcher, je ne sais pas si on va répondre présent, quoi. Donc moi, mon flop, c'était un peu l'équipe de France au niveau du pressing. Toi, c'est plus un joueur spécifique, c'est Kylian. Voilà. Oui, Kylian Mbappé, qui a été élu homme du match. Oh. Il paraît, c'est une légende urbaine qui dit. Mais Mbappé, je trouve qu'il était quand même très 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 en dedans. Alors, il y a eu, bien sûr, quand vous tentez comme ça 20-25 gris-gris dans la rencontre, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5 qui vont passer, qui vont éblouir le public, qui vont être magnifiques pour les caméras 4K comme ça qui nous filment. Mais il y a énormément de déchets, il y a des ballons perdus, il y a aussi des gestes compliqués qui auraient pu être réalisés avec la même conséquence sur une simple passe. Donc Kylian Mbappé a énormément tenté. Au final, il a été d'aucune dangerosité, je trouve, sur le jeu péruvien. Et il a marqué un but quand même. Mais il a marqué un but. Et c'est vrai que malheureusement, c'est un petit peu comme ça. Du moment que vous marquez, c'est vrai que c'est assez ingrat pour les milieux de terrain, c'est assez ingrat pour les défenseurs. Le foot des stats aussi. C'est comme le Ballon d'Or, ce sera toujours le buteur qui sera élu. Le plus de stats. Voilà, et c'est un petit peu dommage parce que Mbappé, il n'a pas eu vraiment d'incidence sur le jeu aujourd'hui. Et il marque en plus un but grâce à la chatte à Dédé, on le rappelle. Et cette frappe contrée d'Olivier Giroud. Donc, Et c'est pareil, il y a eu des pertes de balles qui étaient assez inquiétantes aussi. Voilà. Et puis les gris-gris sont toujours trop, franchement, à un moment. Mais bon, vas-y. Après, Mbappé, c'est un peu le mec un peu cultivé, quoi. C'est un peu le principe de la confiture. C'est moins on en a, plus on l'étale. Et lui, c'est pareil, quoi. C'est moins on a de gestes techniques et plus on l'étale. Et il essaie de toujours montrer aux autres que moi je peux le faire et je le fais. Sauf que le problème c'est qu'à l'entraînement ça passe, mais en match officiel ça passe pas tout le temps. Et là ça passe contre le Pérou, contre l'Australie. Vous retiendrez cette phrase, bien sûr. Philosophique. Et le deuxième flop, alors on va pas dire l'audace, mais c'est l'absence d'audace. Ah oui, c'est ça. J'espère, rassure-moi. Du coup, l'absence d'audace parce que, encore une fois, une absence de jeu, alors on va y revenir dans les débats, mais c'est vrai que l'équipe de France a eu du mal à se projeter vers l'avant, on a énormément défendu, subi, d'ailleurs on n'a pas eu la possession en notre faveur, les Péruviens ont fait beaucoup plus de passes que nous, parce que naturellement ils ont plus eu le ballon que nous, parce qu'on reculait, et c'est malheureusement le signe un petit peu défaitiste d'une équipe qui n'est pas conquérante on va dire, et qui n'ose pas entreprendre. Alors bien sûr, Dédé se dit, non, c'est la phase de groupe, donc on essaie de bétonner, de prendre les points. Italienne. Voilà. Force est de constater que ça marche. Pour l'instant, on a 6 points, on est qualifié. Bravo Dédé, bravo le bloc français, c'est très bien. Mais est-ce que ça va suffire
pour la suite de la compétition. Là aussi, on va y revenir dans quelques instants. Mais moi, je trouve que quand même ce manque d'audace, il est vraiment regrettable parce qu'on a envie de vibrer dans ces matchs de Coupe du Monde et malheureusement, on vibre pas du tout. Regardez, les poils sont pas hérissés. Donc moi, franchement, ça me fait vraiment penser à la Coupe du Monde au Brésil où on avait vibré à aucun moment, sauf cette élimination, c'était contre l'Allemagne à l'époque, où on perd 1-0. Et bon, on essaye tant bien que mal d'attaquer. Et voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de sensation, il n'y a aucune émotion, on perd une pseudo-dignité avec voilà, on essaye tant bien que mal d'attaquer. Mais vraiment, ça a un peu des faux airs quand même. On prend zéro plaisir et... Malheureusement, c'est assez récurrent avec Didier Deschamps. C'est un petit peu dommage d'être comme ça dans la gestion plutôt que dans l'audace et dans le jeu. Bon. Et donc, on va revenir sur son troisième flop, qui est un peu plus spécifique et local, on va dire. C'est la réalisation. Je risque de morfler là, c'est ça? J'ai peur. C'est la réalisation russe. Attention parce que le KGB te suit. Ouais. Et donc, c'est la réalisation télé qui ne t'a pas plu. Ouais, la réalisation télé que j'ai trouvé un petit peu catastrophique. Les plans notamment sur les supporters étaient quasi inexistants. Ils n'ont pas trouvé les bleus aussi peut-être. Les supporters bleus et même Pérovien, il y en a eu peut-être 1, 2, 3. Bon, c'était pas extraordinaire. Il me laisse pas en placer une. non, vraiment la réalisation est trop focalisée comme ça sur le jeu et moins sur l'humain, alors que c'était le cas au Brésil où vraiment là on avait l'ambiance de fête dans les tribunes. C'est dommage et on espère que la réalisation va nous entendre. On sait qu'ils nous regardent et qu'ils vont être un peu plus focalisés sur la fête et l'ambiance, parce que encore une fois, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, on a envie de vibrer sur cette Coupe du Monde. Et c'est sûr que c'est pas avec Dédé, donc si on peut avoir au moins quelques supporters à voir, c'est vraiment sympa. Et on passe tout de suite au débat de cette rencontre France-Pérou. Et le premier des trois débats, c'est l'absence totale ou presque de jeu. Est-ce qu'il y a débat ? Est-ce qu'il y a débat? Je ne sais pas s'il y a débat, mais on va dire la première question, le premier point à soulever sur cette rencontre, c'est l'absence de jeu total ou quasi total durant ce France-Pérou. Après, on va dire quasi total, parce que bon, il y a eu les 15 premières minutes où c'était très très compliqué. Et puis après, la France a repris un peu la possession de la balle. Voilà, on a eu quelques occasions, on a repris le ballon, on a marqué. Et à partir de là, on a totalement fermé boutique. Bon, je pense que c'était vraiment l'objectif de Dédé, donc c'est-à-dire économiser les joueurs aussi. Donc c'est pour ça que certains joueurs n'ont pas joué ou n'ont pas fait leur rentrée. On en parlera un petit peu plus tard dans le débat. Et donc voilà, vraiment c'était l'objectif. Sauf que bon, cette absence de jeu, c'est sympa en qualif, en groupe. Après, ça risque de peser son poids et surtout que quand on voit les équipes qu'on peut affronter, on se dit que cette absence de jeu, à un moment, ça va aussi peser sur nous, quoi. Ça va pas être de tout repos. On n'a pas vu de mouvement particulier dans cette rencontre, d'action de très grande classe, etc. À un moment, il y a l'action de Grisou avec la remise de Giroud, mais ça reste totalement anecdotique. Donc, moi, j'ai envie de demander, parce que personnellement, je sais pas, mais qu'est-ce que travaillent les Bleus à l'entraînement? Est-ce qu'on est davantage axé sur le physique, sur le placement sur le terrain, le positionnement tactique? Est-ce que... le problème de Dédé, c'est que de notre ami Didier Deschamps, c'est qu'il laisse une grande liberté à ses attaquants. Donc quand ses attaquants s'entendent bien, bon, ça marche bien. On a pu le voir aujourd'hui avec Giroud, Grisou, où on sentait qu'il y avait une espèce de connivence et qu'ils se trouvaient assez facilement. Sauf que le dernier match, les trois, ils n'avaient pas spécialement joué ensemble, donc ça se passait pas bien. Et là, il se passe plus rien, quoi. Donc à un moment, il faut aussi travailler un minimum, travailler les automatismes et aussi travailler un fond de jeu. Et le seul jeu n'est pas de balancer des grandes balles devant. Et ce qu'on a pu voir aussi pas mal en première mi-temps, où on balançait des scuds devant et débrouillez-vous. Et Pavard qui était à 40 mètres derrière, ou Hernandez aussi. Va falloir aussi que toute l'équipe se mette dans la construction offensive et pas seulement aussi dans cette protection de balle et cette protection des buts comme on le fait. Donc, on va parler d'Olivier Giroud, de Blaise Matuidi et d'Hugo Lloris. Alors Giroud, Matuidi donc disputé leur premier match vraiment comme titulaire. Oui, comme titulaire dans cette Coupe du Monde. Et Hugo Lloris a confirmé ses bonnes dispositions en tant que portier des Bleus sur cette Coupe du Monde. Il a eu 3-4 arrêts assez chauds à faire entre l'Australie et le Pérou. Il était pas mal décrié quand même. Et il était pas mal décrié, il n'était pas vraiment en confiance. Il a eu une saison délicate aussi avec Tottenham, avec les Spurs.
Et sur cette Coupe du Monde, il rassure. Alors sur ces 3 points, qu'est-ce que tu peux dire, toi, Roro, Giroud, Matuidi, Lloris? Lloris plutôt satisfaisant. Bon, il est peu sollicité, mais quand il est sollicité, il fait le boulot. Ce qui n'était pas le cas de Derrea pour l'Espagne, par exemple, lors du l'avant-dernier match où il était assez catastrophique. Donc bon, il est présent quand il faut et c'est le principe d'un goal. Donc on pourrait limite le mettre dans les tops parce que tellement ils sont peu nombreux chez nous. Après du côté de Blaise, je vous l'ai dit, il a fait une grosse entrée, et il a apporté un impact physique assez intéressant. Est-ce que c'est pas lui finalement l'homme du match plutôt qu'Mbappé? Clairement oui. Après le problème c'est qu'il marque pas, donc étant donné qu'on est dans un football on va dire capitaliste où seuls les stats et les buts comptent, et c'est sûr que Mbappé récolte tous les points, mais je pense que Matuidi a fait une entrée plutôt intéressante et soulage aussi pas mal N'Golo qui n'est toujours pas à sa place, mais de toute façon il ne le sera jamais avec notre ami Didier Deschamps, mais donc il le soulage un peu, donc voilà, c'est pas si mal. Et pour Olivier Giroud, qu'est-ce qu'on peut dire? Olivier Giroud, il a permis de faire briller un peu cette ligne d'attaque. On en parlait déjà tout à l'heure. Il fait briller la ligne d'attaque. Après, ça reste qu'un joueur de seconde zone, on va pas dire seconde zone, mais un second couteau, on va dire. Parce qu'il a quand même joué à Arsenal, donc un club qui est pas si mal. Mais bon, voilà, c'est un remplaçant plus. Mais par contre, c'est vrai qu'il soulage et il a fait énormément de bien aujourd'hui. Il a permis de conserver le ballon. Et toi, t'en penses quoi justement? Ouais, écoute, moi j'ai envie de rebondir sur un truc sur Didier Deschamps, parce que c'est vrai que Dédé, on le casse un petit peu depuis la semaine dernière, etc., l'absence de jeu, tout ça. Mais mine de rien, on peut dire que le fait d'avoir écarté Dembélé et Tolisso, qui n'avaient pas été flamboyants contre l'Australie, et de les remplacer par Matuidi et Olivier Giroud, finalement, il a fait le bon choix. Dédé, il a pris ses responsabilités. Ou alors on peut, à l'inverse aussi, encore une fois le casser en deux et lui reprocher pourquoi tu l'as pas fait contre l'Australie tout de suite. Bon, en attendant, il l'a fait. On peut aussi lui dire bien joué sur ce point, parce qu'il a tapé du poing sur la table. Vraiment. Alors je voudrais juste rajouter un truc par rapport à ça, c'est que j'ai vraiment l'impression que Dédé il a aucune certitude. Non mais vraiment Dédé quand même. Ouais, mais moi je l'adore parce qu'il parcourt nos vies, à nous deux, tu vois. Du coup il va perdre le peu de dents qui lui reste. Ses dents de lait, ses fameuses dents de lait. Donc il pourra les mettre sous l'oreiller, il pourra récolter un peu d'argent, c'est vrai qu'il est un peu en manque. Mais non, mais le gros problème de Dédé, c'est qu'on a l'impression vraiment qu'il avance avec aucune conviction, comme l'ensemble de son groupe d'ailleurs. Et c'est qu'au fil des matchs, un coup on va mettre lui en attaque, puis on va mettre l'autre, et puis suivant les interventions des journalistes ou suivant les matchs, on va mettre un tel. Sauf qu'à un moment, ça fait 6 ans que tu es là, Dédé, et il faut que tu aies quand même un minimum de conviction, et il faut que tu avances selon ce que tu penses à toi, quoi. Faut que tu meurs avec tes idées. Et là, j'ai l'impression que la mort, elle va vraiment être pas spécialement très belle, quoi. Donc, vraiment, Dédé, il faut que tu t'imposes et que tu mettes l'équipe à laquelle tu penses, quoi, et pas celle qu'on te dicte. Ouais, il va falloir travailler, quoi. C'est morbide. Voilà. J'attendais ça depuis tout à l'heure. Le troisième et dernier débat de ce JT, c'est les latéraux. Et toi, vraiment, il n'y a que toi qui va parler. Tu as envie de pousser un gros coup de gueule. Ouais, c'est vraiment que pour toi, c'est ta minute. Et tu voulais parler de Sidibé et de Benjamin Mendy. Ouais. Alors, je pense qu'on est la seule équipe de la Coupe du Monde, enfin présente sur la Coupe du Monde, qui n'a que 21 joueurs. C'est ça? C'est ça, 21 joueurs. Parce que on a deux latéraux. On a osé le faire, on s'est dit on y va à 21. Voilà. Parce que nous on est foufou, on s'en fiche. Franchement, les adversaires, on n'en a rien à faire. On est dans un groupe facile, le Pérou, Danemark, tout le monde criait, c'est trop bien, c'est hyper facile. Bon, ça s'avère pas si difficile que ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'on joue et on n'a que 21 joueurs sélectionnables dans l'équipe. Donc, quel est l'intérêt d'avoir pris Benjamin Mendy et Sidibé alors qu'ils ne jouent pas? Et sachant que les remplaçants... Hernandez a fait un bon match. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Contre l'Australie, tu m'avais déjà dit, bon, franchement, il est pas si mal. Il était pas mal. Là, il s'est un peu affirmé, il commence à s'affirmer de match en match. On voit le peu d'expérience qu'il a en bleu et dans les grands rendez-vous comme ça mondiaux, c'est vrai qu'il est quand même assez rassurant, quoi. Ça fait plaisir en tout cas, c'est bien. Alors que de l'autre côté, il y a Pavard qui est un peu en difficulté, qui est à la peine, qui vraiment un peu d'assurance. Et là, on se demande, mais pourquoi avoir pris Sidibé qui est blessé et Benjamin Mendy qui sort de blessure, qui n'a quasiment pas joué à City? Mais quel est l'intérêt? Autant prendre des remplaçants
assez costauds qui permettent à l'entraînement de mettre de la pression sur les 2 titulaires que de prendre 2 remplaçants qui ne jouent jamais. Je comprends pas. Et alors peut-être que oui, Benjamin Mendy et Sidibé vont jouer lors des phases éliminatoires. Peut-être que c'est l'objectif. Mais en attendant, on joue sans eux et en attendant, on gagne sans eux aussi et on développe aussi des automatismes sans eux. Donc je ne comprends pas l'objectif de Dédé. Et, bon, si Dédé, tu nous regardes, vu que tu nous regardes, si tu pouvais répondre par Twitter, ce serait pas mal aussi. Et on passe à la dernière partie de ce JT de la Coupe du Monde, le numéro 2 comme ça. J'espère que vous êtes nombreux à nous regarder encore. Là. Ouais, et n'hésitez pas à partager, à commenter là aussi, je le redis, à nous donner, à nous laisser vos avis partout sur Facebook, YouTube, tous les réseaux sociaux du monde, même ceux qui n'existent pas encore, et nous dire ce que vous avez pensé bien sûr de ce JT, mais aussi de l'équipe de France. Est-ce que vous espérez pour le match face au Danemark? Et d'ailleurs on en parle tout de suite. On peut peut-être parler du recrutement de Malherbe, non? Non, on parle, c'est parti. France-Danemark. Et la dernière partie de ce JT de la Coupe du Monde concerne un petit peu de projection avec le match France-Danemark. Le Danemark qui pour l'instant totalise le nombre de 4 points. Ouais, bravo, 4 points au Danemark. Là. Et ouais, avec une victoire sur le Pérou et un match nul contre l'Australie, obtenu d'ailleurs dans la douleur, le Danemark avec carton rouge, etc. Et donc France-Danemark, c'est mardi. Problème de VAR aussi. Voilà, problème de vidéo, ça commence. Et ouais, la fameuse. C'est pas faute de Volardi et Michel aussi. Ouais. Michel Platini, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, s'il nous regarde, Michel, qui va récupérer ses fonctions très vite. En tout cas, on te le souhaite, comme dirait l'ami Paga, qu'on salue lui aussi et qui nous regarde, bien sûr, comme tous. Et Danemark-France, donc c'est mardi 26 juin. Prenez bien rendez-vous noté sur votre agenda à 16h. C'est encore un horaire de. Je peux dire un gros mot? Vas-y. C'est un horaire de merde. Voilà, t'es d'accord? C'est vrai que ça risque d'être un petit peu vide partout. 16h, c'est pas évident. Puis les gens aussi qui sont dehors préfèrent aller en bord de mer ou à la campagne, profiter du soleil. Bon, voilà, c'est comme ça. La FIFA l'a décidé ainsi. On le regrette. Mais on va parler du Danemark un petit peu. Et est-ce qu'on doit craindre cette équipe du Danemark? Et surtout, la question que j'ai envie de te poser, j'adorerais avoir ton avis là-dessus. Ouais, j'ai envie d'avoir des avis de temps en temps, ça m'arrive. Je comprends. Vraiment, est-ce qu'on doit jouer la première place ou pas? Et alors, avant que tu répondes, je précise que notre place en 8e de finale, elle est assurée, mais qu'on jouera très certainement soit contre la Croatie, qui est vraiment en bonne forme, qui est peut-être l'équipe du groupe C, ou l'Argentine, du groupe D, pardon, si l'Argentine venait à se qualifier, parce que c'est pas encore fait. D comme Dédé. Voilà, D comme Dédé, mais ce sera donc très certainement soit la Croatie, soit l'Argentine, mais on ne sait pas en quelle place, parce que très sincèrement, en tout cas c'est ce que je pense, la Croatie peut terminer première de son groupe. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il vaut mieux lâcher le match et se dire on jouera contre qui on va jouer, ou est-ce qu'il faut miser sur l'Argentine, avec Messi qui terminera première, etc. Qu'est-ce qu'on doit faire là? Bon, je vais encore parler de Malherbe, je sais que ça va t'énerver, mais moi ça me rappelle grandement le match contre Nîmes où on fait un magnifique 0-0 parce que c'est ce qu'il nous fallait. 1978. Vous voyez pas ces gars. Comment tu te souviens de la date? Pour un supporter marseillais. J'y étais. Et non, mais vraiment, ça sent le bon 0-0 parce que le Danemark, bon, franchement, faire un 8ème pour eux, c'est pas si mal. Bon, le groupe était pas très difficile, mais quand même, pour eux, c'est quand même pas si mal de faire un 8ème. Donc, je pense qu'il y aura très peu d'attaques. La France, avec Dédé, de toute façon, on ne va pas jouer l'offensif, bien sûr, on s'en doute bien. Ouais. Et donc, je pense que ça va être un match assez stérile. Et bon, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'offensives jusque-là, mais il n'y en aura pas beaucoup plus par la suite. Et ça risque d'être assez fermé comme match. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. On pourrait conclure là-dessus en vous disant que. Sauf que toi, tu vises la victoire, bien sûr. Alors on va faire nos petits pronostics, on va les inscrire. Donnez-nous vos pronostics, réfléchissez à vos pronostics. Attention parce que je sais ce que toi là tu nous regardes. Je sais ce que tu es en train de pronostiquer là, attention. Est-ce que vous pensez que le match va être truqué comme Nîmes-Caen? Tiens, allez, vas-y, Roro qui va inscrire son pronostic. En direct live. En direct live. Attention pour ce magnifique Danemark-France. Soyez au rendez-vous sur TF1 et beIN Sport dès 16h. beIN Sport qui prendra l'antenne très vite et TF1 qui prendra l'antenne un peu plus tard. Ça veut dire qu'aussi que le JT de la Coupe du Monde arrivera bien plus tôt chez vous. Et oui, c'est une très bonne chose. Et regardez, c'est vrai, t'as raison. Et ouais. Les pronostics et Roro qui prédit trop de moyens dans les un match nul 0-0 égale
La tête à Toto. Voilà. Très bonne vanne. Bonne Très bonne vanne. D'ailleurs, tous ceux qui vont passer le brevet aussi. Et à tous les Totos de France aussi. Bon courage pour le brevet de bac. Voilà. Les Totos de France sont très Et moi je bons. prédis 0-1. Alors c'est pas une défaite, mais comme c'est Danemark qui reçoit entre guillemets la France, moi je prédis 1-0 pour les Bleus. Et c'est vrai qu'attention, Voilà. ce match à l'extérieur est très important. Pour tous ceux qui ont joué à Football Manager, c'est très important. Voilà. Et on salue Sega aussi, l'éditeur de Football Manager. Voilà. D'ailleurs, s'ils peuvent nous envoyer la version 2019, bon, on peut peut-être s'arranger. On peut donner les adresses. Je ressors ma pseudo-vanne du début. On remercie Bic aussi qui nous a gentiment prêté et envoyé ce magnifique tableau. Vous voyez, il est bleu comme aux couleurs des bleus. Voilà. C'était bien sûr. On risque de pas la ressortir souvent cette ardoise, donc il faut en profiter, je pense. Voilà. Et n'oubliez pas il faut nous suivre jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, parce qu'on va être présent jusqu'à la finale. Hein. Ouais. Et vous avez été d'ailleurs 1 millier à regarder le JT. 1 million. Numéro. 1 million. 1 million, pardon, 1 million. Ouais, voilà. Non, vraiment, vous avez été plus de 1000 à regarder le premier numéro, alors tout support confondu, hein, YouTube, LinkedIn, Facebook, etc. On vous remercie. MSN, même MSN. Je crois qu'on a fait une grosse audience sur MSN. Aussi, MySpace. MySpace, Ah, on était oui. on était sur C'est MySpace. vrai. Et sur les Très Skyblogs, étonnant. bien sûr, aussi. Voilà. C'est vrai que Skyrock, ils nous ont. D'ailleurs, MySpace Roro Pommier, si vous voulez voir son Voilà. MySpace et toutes ses photos de lui torse nu et tout, il fait plein de photos Très de lui belle au bord de la plage. et Très tout. belle photo. Très... Voilà. À Ouistreham, pour tous ceux qui aiment la Normandie. J'irai. Je peux les voir. Non, ouais, Ouistreham, magnifique, quoi, bien sûr. On salue tous les. Les Ouistrehamais. Voilà. Je sais pas si ça se dit, mais. Wikipédia. N'oubliez pas, voilà, nous allons être présents pendant toute la Coupe du Monde. Fidèle au rendez-vous. N'hésitez pas à nous faire des commentaires et nous dire aussi vos petites modifications et petites critiques aussi. Voilà. On est à l'écoute de tout. Et si vous lâchez un pronostic et que 24 heures après vous changez d'avis, franchement, on vous en veut pas, c'est pas grave. Vraiment, vous pouvez. Tout est permis. C'est vrai qu'à la base, tu avais misé sur une victoire du Danemark 4-0 quand même. Ah, il faut le dire. Non, il a changé son ardoise entre deux coupes. Mais, Allez, bon les amis, on a terminé, on a été très long. Je crois qu'on a duré, on a dû faire 3 heures encore de JT. On vous remercie de nous être fidèles pour ceux qui ont vu le premier numéro. On vous donne rendez-vous dans quelques jours, la semaine prochaine, pour le 3e numéro déjà de ce JT. Déjà Putain, ça passe vite, c'est incroyable. Incroyable. Allez, vraiment, je voulais te remercier encore, Roro. Vraiment, merci d'avoir été là. Moi, je vous appelle à battre tous les records aussi, parce que 1000, c'est bien. Mais... Et merci d'être fidèle à l'athlétisme et à Antenne 2. Voilà, pour ceux qui vont dans la référence des inconnus. T'as pas fait Benoît Tour? D'ailleurs, Benoît Tauroud, Thomas Tauroud, Benoît, à chaque fois il fait l'erreur, et moi je plonge. Thomas, on sait que tu vis des heures difficiles. Européens, ils sont pas cool en ce moment d'ailleurs. Franchement, on a un gros budget, on peut te. Un sandwich, un coca. Et en plus là, Euro, il peut te prêter le maillot déjà parce que. Donc si tu veux nous rejoindre. On le dit pour nos amis qui ne sont pas canés, qui nous regardent et qui ne sont pas canés, Thomas Tauroud est cané. Comme toi. Voilà. Supporter de Samer de Caen. Voilà. Donc si tu veux nous rejoindre, franchement, on t'accueille sur le canapé, il y a de la place, il y a la régie, il y a du staff. On peut gratter 2-3 sandwichs, enfin, franchement, vraiment. Et moi j'invite Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre, si tu nous regardes. Voilà. Qui est un local. Bonsoir, local de l'étape. Ah, le local de l'étape. Voilà. S'il veut venir pour un prochain numéro, il est le bienvenu, bien sûr. On le défraie. Voilà. Sauf s'il vient de Paris. S'il vient de Marseille, on le défraie. Mais sinon, c'est pas la peine. Ou de Cuges. Bref, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro. Et allez Malherbe. Allez Malherbe. Oh putain, il arrête pas. Non, allez les bleus. Bon donc les amis, là je crois qu'on a été un petit peu trop long et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça durait que 3h30, un discours de Fidel Castro c'était 4h50. Mais c'est toujours moins lent qu'on n'est pas couché, donc du moment que c'est moi au NPC, voilà. D'ailleurs il y a moi que si tu nous regardes, si tu veux nous rejoindre, un peu d'une caution culturelle, ça paraît, franchement. Et Christine Angot aussi si elle veut faire fuir les rares personnes qui nous regardent. Ouais c'est bon. Non franchement on a 1000 personnes à battre comme record. Bon les amis, on vous salue. Et n'oubliez pas, vive les bleus, allez les bleus. Et allez Malherbe. On a le maillot. On va vous non, c'était pas les Malherbe. Non mais il arrête plus avec Malherbe. Regardez le coq là, voilà. Allez les bleus, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut Roro et merci. À mardi. Et merci à tous, on vous embrasse et soyez prudents et faites attention aussi aux chaleurs. Crème solaire, n'oubliez pas la crème solaire. Pas en Normandie, mais bon, le reste de la France, oui. Indice 80 aussi. Obligé. C'est ça. Salut tout le monde. 4 chez nous. On dit salut. Salut. Allez, salut. Feeling the sunshine once again.